Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une déclaration qui a secoué la scène internationale. La menace d'une frappe directe sur Washington en cas de livraison de missiles Tomahawk. Nous décrypterons ensemble les implications de ce genre d'avertissement et ce qu'il révèle de l'état actuel des relations entre les grandes puissances. Parfois, un seul gros titre en dit plus sur le monde que des dizaines de déclarations officielles. Transférer des Tomahawks et les fusées s'envoleront vers Washington. Cette phrase résonne comme si elle avait été arrachée à l'époque de la guerre froide, dépoussiérée des dossiers d'archives et jetée directement dans le flux d'actualité d'aujourd'hui. Mais derrière ce titre ne se cache ni la fantaisie, ni une sensation bon marché. Derrière lui se trouve la logique d'un conflit qui, pas à pas, s'approche de la frontière où les mots commencent à peser presque autant que les charges de combat. Aujourd'hui, nous allons comprendre d'où vient cette formulation, à qui elle est réellement adressée et pourquoi le thème des missiles de croisière américains est soudainement devenu central dans la conversation sur l'avenir de la guerre et de la paix. Nous examinerons comment un nom, Poutine, un autre, Trump et un mot technique, Tomahawk, se sont rencontrés en un seul point, créant un effet qui ne peut plus être ignoré. Et au fil du texte, vous comprendrez par vous-même pourquoi il est important de suivre cette histoire jusqu'au bout, même s'il semble que vous ayez déjà entendu tout cela quelque part. Commençons par le plus important. Il n'y a pas de guerre de mots pour rien. Lorsque des formulations concernant des frappes sur des capitales sont lancées dans l'espace public, cela signifie toujours que la langue diplomatique habituelle a cessé de fonctionner. C'est une mesure de communication extrême, un signal d'alarme émis lorsque les moyens plus doux de faire passer sa position sont soit épuisés, soit consciemment ignorés. Le contexte ici est clé. Au cours des derniers mois, les discussions sur l'aide militaire occidentale à l'Ukraine dépassent de plus en plus le cadre des chars, de l'artillerie et des systèmes de défense aérienne. Les discussions sur les moyens de frappe à longue portée, capables non seulement de changer la ligne de front, mais aussi de menacer le territoire profond de la Russie, se font entendre de plus en plus fort. Et c'est ici qu'entrent en scène les Tomahawks. Le Tomahawk n'est pas seulement un missile. C'est un symbole de la suprématie militaire américaine de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il est associé à des frappes chirurgicales, à une démonstration de force et à une pression politique. C'est une arme rarement transférée aux alliés, car avec elle est transférée la possibilité de changer radicalement l'équilibre. Et lorsque le sujet d'un transfert potentiel de tels missiles apparaît dans le champ de l'information, à Moscou, cela n'est pas perçu comme un détail technique, mais comme un défi stratégique. Pourquoi ce sujet refait-il surface avec une nouvelle force maintenant ? La réponse réside non seulement dans la sphère militaire, mais aussi politique. Aux États-Unis, une lutte interne féroce pour l'avenir du pays fait rage. Donald Trump, malgré l'absence de poste officiel, reste une figure autour de laquelle une partie importante de la politique américaine se construit. Sa déclaration selon laquelle la guerre peut être arrêtée rapidement, que l'administration actuelle mène le pays à une confrontation directe avec la Russie, est entendue non seulement par ses partisans, mais aussi par ses adversaires. Et ce qui est important, ils sont entendus au-delà des États-Unis. Et c'est ici qu'un moment délicat surgit. Tout signal dur adressé à l'Amérique aujourd'hui est automatiquement adressé non pas à un seul cabinet ni à un seul président. Il est adressé à l'ensemble du système politique, y compris à ceux qui pourraient arriver au pouvoir demain. C'est pourquoi le nom de Trump apparaît à côté du nom de Poutine dans le titre. Ce n'est pas un hasard ni un caprice journalistique. C'est le reflet d'une compréhension réelle de l'endroit où se trouvent aujourd'hui les points d'influence. Mais arrêtons-nous et posons-nous une question simple. Y a-t-il eu un ultimatum au sens littéral du terme? A-t-on dit « Si vous transférez des missiles, nous frapperons Washington ». C'est ici que commence la zone d'interprétation, de fuite et de reprise.
Publiquement, de telles formulations ne sont généralement pas prononcées. Elles apparaissent sous forme d'allusions, d'avertissements sévères, de scénarios exprimés dans des formats fermés. Ensuite, les médias font leur travail, renforçant et exacerbant le tout. Cela ne veut pas dire que les menaces sont inventées. Cela signifie que le langage de la politique et le langage des gros titres vivent selon des lois différentes. Le politicien peut parler de conséquences inacceptables et de mesures de rétorsion, tandis que le lecteur voit devant lui une image de fusée volante. Et dans cet écart entre le sens et l'image naît la peur. Pourquoi cette peur est-elle importante? Parce qu'elle influence l'opinion publique. Lorsque l'électeur américain lit une possible frappe sur Washington, même s'il comprend que c'est de l'hypothèse, une question se pose. Cela en vaut-il la peine? Le transfert d'un autre type d'armement vaut-il le risque de se retrouver dans un conflit direct avec une puissance nucléaire? Et cette question devient un facteur politique. Regardons maintenant la situation avec les yeux de Moscou. Pour la direction russe, le transfert de missiles à longue portée à l'Ukraine n'est pas un simple paquet d'aide de plus. C'est un signal que l'Occident est prêt à aller jusqu'au bout, effaçant progressivement toutes les lignes rouges. Et dans une telle logique, le silence est perçu comme une faiblesse. C'est pourquoi une rhétorique aussi dure que possible est utilisée pour arrêter le processus au stade des discussions et non après le fait. Ici, il est important de comprendre une chose. Lorsqu'on parle de missiles volant vers la capitale américaine, il ne s'agit pas d'un plan de frappe réel. Il s'agit d'un rappel de la destruction mutuelle comme fondement de la sécurité mondiale, de ce même principe qui a maintenu le monde à l'abri de la catastrophe pendant des décennies. Ce rappel sonne grossièrement parce que les rappels doux ont cessé de fonctionner. Mais cette stratégie a un revers. Chaque fois que de telles formules apparaissent dans l'espace public, elles augmentent le niveau global d'anxiété. Analystes militaires, diplomates, marchés, gens ordinaires, tous commencent à réagir. Certains nerveusement, d'autres avec cynisme, mais personne ne reste complètement indifférent. Et dans cet état de tension accrue, le risque d'erreur augmente. Et c'est ici que nous abordons le premier tournant important de cette histoire. Plus les menaces sont fortes, plus il est difficile ensuite de faire marche arrière sans perdre la face. La rhétorique accule les politiciens dans un coin dont il est difficile de sortir sans de nouvelles déclarations sévères. C'est un cercle vicieux où chaque mot devient un pas sur une glace mince. À ce stade, il faut s'arrêter et noter que nous n'avons pas un ultimatum au sens classique, mais un mélange dangereux de logique militaire, de politique interne et d'amplification médiatique. Et ce mélange a déjà commencé à vivre sa propre vie. Ce sera encore plus difficile par la suite, car de véritables capacités, de véritables limitations et de véritables peurs entrent en jeu. Pour comprendre pourquoi il y a tant de bruit autour des Tomahawks, il faut mettre les émotions de côté pendant un moment et regarder la mécanique froide de la guerre. Tout conflit repose sur un équilibre des capacités. Tant que cet équilibre est maintenu, les parties peuvent échanger des coups, des déclarations et des sanctions pendant des années sans passer à une confrontation directe. Mais dès qu'un système d'armement capable de changer brusquement la profondeur et la nature de la frappe apparaît, l'équilibre commence à se fissurer. C'est précisément à cet endroit que la réaction nerveuse survient. Le Tomahawk est un missile de croisière à longue portée conçu pour détruire des cibles en profondeur dans l'arrière de l'ennemi. Il vole bas, contourne le relief, utilise la navigation et une correction basée sur des cartes de terrain préchargées. En termes simples, ce n'est pas une arme pour le front ni pour les tranchées. C'est un outil de pression stratégique. Il frappe les quartiers généraux, les aérodromes, les nœuds de communication, l'énergie, là où la guerre cesse d'être locale et devient systémique. Premier fait. Si de tels missiles apparaissent du côté du conflit qui n'avait pas auparavant de telles capacités, la logique de la planification elle-même change. La doctrine militaire russe est construite sur une défense en profondeur et la protection des objets clés en profondeur du territoire. Tant que les menaces sont limitées à la portée tactique,
ce système fonctionne. Mais lorsqu'un moyen capable d'atteindre des centres critiques apparaît, la question se pose non seulement de la protection, mais aussi de la réaction préventive. Pourquoi est-ce important? Parce que les militaires ne pensent pas en termes de gros titres. Ils pensent en termes de temps de vol, de probabilité d'impact et de chaîne de commandement. Chaque nouveau système, ce sont de nouveaux calculs, de nouveaux scénarios et de nouvelles décisions qui doivent être prises plus vite qu'avant. Et moins il y a de temps pour réfléchir, plus le risque d'erreur fatale est élevé. Maintenant, le deuxième fait. Le transfert de Tomahawks n'est pas seulement une décision politique. C'est une opération logistique et technologique extrêmement complexe. Les missiles doivent non seulement être transférés, mais aussi intégrés, le personnel formé, la maintenance assurée, le tout lié au renseignement et à la désignation des cibles. Sans cela, ils se transforment en projectiles coûteux et inutiles. C'est précisément ici que la question clé se pose. Qui assurera cette intégration? Si ce sont des spécialistes américains qui le font directement, même officieusement, le conflit cesse d'être une guerre par procuration. Il prend les traits d'une participation directe. Si l'on essaie de s'en passer, l'efficacité chute brutalement. Et Moscou comprend parfaitement que l'utilisation pleinement fonctionnelle de tels missiles est impossible sans une interaction étroite avec les États-Unis. Pourquoi cela change-t-il la donne? Parce que la ligne entre l'aide et la participation devient presque transparente. Et alors, toutes les mesures de rétorsion commencent à être envisagées non plus comme une réponse à l'Ukraine, mais comme une réponse aux États-Unis. C'est précisément ici qu'apparaît la logique des avertissements sévères. Regardons maintenant la réaction de l'Occident. À Washington, on comprend parfaitement les risques. C'est pourquoi les discussions sur les Tomahawks apparaissent puis disparaissent. Ils sont utilisés comme levier de pression, comme élément de négociation, comme épouvantail pour les pourparlers. Mais chaque telle jetée teste la réaction de Moscou. Quelle sera sa dureté? Jusqu'où le Kremlin est-il prêt à aller dans la rhétorique et les actions? Et ici, nous revenons à la figure de Trump. Sa position sur l'Ukraine diffère radicalement de celle de l'administration actuelle. Il souligne constamment que l'escalade est dangereuse, que l'Amérique risque de se laisser entraîner dans un conflit mondial, que les ressources sont dépensées pour autre chose que pour les problèmes intérieurs. Pour Moscou, c'est une fenêtre d'opportunité. Si grâce à un signal dur, on parvient à renforcer les sentiments anti-guerre aux États-Unis, ce sera une victoire stratégique sans un seul coup de feu. Mais cette stratégie a aussi un effet inverse. L'establishment américain est extrêmement sensible à toute tentative de pression extérieure. Lorsque des phrases sur des frappes sur Washington sont prononcées, même sur un ton hypothétique, cela peut provoquer non pas de la peur, mais de la colère. Et la colère est un mauvais conseiller en politique internationale. Et ici, une frontière fine surgit. D'un côté, le Kremlin essaie de montrer sa détermination et de marquer les limites de l'acceptable. De l'autre, chaque mot trop tranchant peut être utilisé contre lui comme preuve d'intentions agressives. Les médias reprennent de telles formulations, les arrachent à leur contexte et les présentent comme une menace directe. Et ensuite, cette image commence à vivre sa propre vie. Notez comment la rhétorique change. Les tournures diplomatiques complexes disparaissent, laissant place à des constructions courtes et dures, ultimatums, missiles, capitales. C'est un langage compréhensible par le grand public. Mais c'est aussi le plus dangereux car il ne laisse aucune place aux nuances. Posons-nous maintenant une question honnête. Que se passerait-il si les Tomahawks étaient réellement transférés, pas dans les gros titres, mais dans la réalité? La réaction de la Russie ne serait probablement ni instantanée ni linéaire. Il y aurait probablement toute une série d'étapes, renforcement de la défense aérienne, redistribution des forces, démarches diplomatiques sévères, peut-être des frappes sur l'infrastructure de prise de décision dans la zone du conflit. Tout cela est une escalade, mais par étapes, contrôlée. Dans la mesure du possible? Pourquoi est-ce important à comprendre?
parce que le scénario avec des missiles volant sur Washington est le point extrême, pas la première étape. Mais dans l'espace d'information, ces points échangent souvent leur place, et le spectateur voit l'apocalypse immédiatement, en sautant toutes les étapes intermédiaires. Cela augmente l'anxiété, mais fausse aussi la image réelle. Et voici un autre point important. En politique internationale, les menaces sont rarement destinées à être mises à exécution. Leur but est de changer le comportement de l'autre partie. Si la menace a fonctionné et que la décision n'a pas été prise, cela signifie qu'elle a rempli sa fonction. Et en ce sens, le simple fait de discuter activement des Tomahawks peut déjà signifier que l'avertissement a atteint son destinataire. Mais le risque principal reste. Plus les parties utilisent des formulations extrêmes, plus elles s'y habituent vite. Ce qui semblait impensable hier devient aujourd'hui un sujet de discussion et demain un scénario de travail. Et c'est précisément ce déplacement de la fenêtre du permissible qui effraie le plus les analystes. À ce stade, nous abordons la deuxième boucle ouverte. Si tout le monde comprend à quel point cette rhétorique est dangereuse, pourquoi continue-t-elle de résonner? La réponse réside dans la combinaison de politique interne, de lutte pour l'attention et du manque de confiance. Chacun agit en fonction de ses propres intérêts à court terme, en espérant que le bord ne sera pas atteint. Toute grande histoire est dangereuse non pas par ce qui est dit à voix haute, mais par ce qui reste entre les lignes. Et si l'on écoute attentivement cette histoire sur l'ultimatum, les missiles et les capitales, une chose devient claire. Nous avons affaire non pas à une menace en tant que telle, mais au dernier avertissement d'un système qui craque mais ne s'est pas encore brisé. C'est le bruit du métal sous charge, quand on peut encore relâcher la pression, mais qu'il n'y a presque plus de temps pour réfléchir. Si les menaces ne fonctionnent pas, les politiciens n'ont que quelques options. La première, reculer sans le reconnaître publiquement. Faire semblant que les discussions sur les Tomahawks n'ont jamais eu lieu, que ce n'était qu'une vague médiatique échappée à tout contrôle. Un tel scénario est possible, mais il exige le silence et une pause. Or, le silence est aujourd'hui la ressource la plus rare. La deuxième option, continuer plus loin sur l'échelle de l'escalade, mais par petits pas. Nouveau paquet d'aide, nouveau système, nouvelles déclarations, dont chacune ne semble pas franchir la ligne rouge, mais qui ensemble la déplacent lentement. C'est le chemin le plus probable, car il permet à tous de sauver la face. Mais c'est aussi le plus dangereux, car il transforme la crise en maladie chronique, étirée dans le temps et remplie d'aléas. La troisième option, un virage diplomatique brutal. Retour aux négociations, même par l'intermédiaire de médiateurs, par des canaux secrets, par des compromis désagréables. L'histoire connaît de tels moments. Ils ne ressemblent jamais à une victoire, ils ressemblent à de la fatigue. Mais c'est parfois cette fatigue qui sauve le monde. Maintenant, répondons honnêtement à la question principale qui planait sur tout ce sujet. Les missiles vont-ils voler vers Washington? La réponse est la suivante. Si le monde atteint le point où cela devient un scénario réaliste, cela signifie que tous les autres mécanismes ont déjà échoué. Ce n'est ni un objectif ni un plan. C'est le bord, au-delà duquel il n'y a pas de politique, il n'y a seulement que la catastrophe. Et c'est précisément pourquoi de tels mots sont prononcés comme dernier recours pour ne pas atteindre ce bord. Le nom de Trump dans cette histoire n'est pas anodin. C'est le symbole de l'incertitude de l'avenir. Le symbole du fait que les décisions d'aujourd'hui sont prises avec un regard sur les élections de demain. Et Moscou comme Washington comprennent que la fenêtre d'opportunité peut se fermer ou s'ouvrir selon qui sera au pouvoir. D'où la dureté, la hâte et les tentatives de pression à l'avance. Les Tomahawks ici non plus ne sont pas de simples missiles. C'est un marqueur, un point après lequel le conflit cesse d'être gérable par les moyens habituels. C'est pourquoi il y a tant de bruit, d'allusions et de fuites autour d'eux. C'est une conversation non pas sur le faire, mais sur les frontières du permissible. La conclusion principale de toute cette histoire est désagréable mais honnête. Le monde vit à nouveau en mode risque élevé,
où les mots des politiciens deviennent un facteur de sécurité au même titre que les bases militaires et les systèmes d'alerte précoce. Et chaque gros tonitruant n'est pas seulement une nouvelle, mais un petit test de résistance de toute la structure. Qu'est-ce que cela signifie pour les prochaines semaines? Cela signifie que nous verrons encore plus de rhétorique dure et encore plus de tentatives de marchandage. Cela signifie que dans les coulisses se dérouleront des négociations complexes et nerveuses dont on ne nous parlera pas. Et cela signifie que l'issue dépendra non pas des plus bruyants, mais des plus prudents. Et maintenant, le plus important. Tant que les menaces restent des mots, le monde a encore une chance. Dès qu'elles cessent de faire peur et deviennent une routine, cette chance commence à fondre. C'est pourquoi il est si important non seulement de lire les gros titres, mais d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Écrivez dans les commentaires comment vous voyez cette situation. Est-ce une dissuasion qui fonctionne encore ou le signe que l'ancien système ne fait plus face à la tâche? Car parler de cela fait aussi partie de cette même tentative d'empêcher les mots de se transformer en action.